notre premier flash immobilier de Lanaudière. Finalement, on est peu nombreux, mais disons qu'on va y aller avec la qualité. Donc, on va partir comme ça. Et j'ai écrit un petit texte justement en guise de remerciement, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, mais pourtant, je pense que vous me connaissez tous. Donc, je vais faire un briefing, disons, de qui je suis. Donc, bonjour, je me présente, Robert Bouchard, courtier immobilier depuis 2008. Donc, ambassadeur des regroupements de l'Est pendant 7 ans, administrateur au conseil d'administration de la CIGM, 2 mandats, président des regroupements à ce moment donné-là. Par la suite, initiateur de la nouvelle association de la PCIQ, maintenant président et initiateur du regroupement Lanaudière. Donc, c'est notre départ. Par la suite, on a créé ce regroupement pour Lanaudière parce qu'effectivement, ce qui était inexistant auparavant, qui était pour plutôt le regroupement de l'Est, c'est maintenant vraiment pour les Lanaudois. Et j'aurais voulu présenter aussi tous les membres du regroupement Lanaudière, mais ici, on a avec nous notre radieuse Lynn qui est avec nous, donc représentante de Lanaudière. Bonjour, M. Bicari, en passant, qui vient de se brancher. Donc, finalement, il y a Patrick Lacpalme qui ne peut pas être présent. Marie-France Dumais qui est ici présente, mais probablement qui n'a pas pu aller chez son coiffeur. C'est pour ça que sa caméra est éteinte. Donc, voilà un petit brin d'humour en passant. Donc, je voulais souhaiter un bienvenue à tout le monde. Ça fait différent, mais quand même, on a quand même un bon contact. Donc, voilà. Dans l'ensemble, c'est un peu ça. Je voulais en dire plus, mais je pense qu'on va laisser plus de place à nos analystes de nous parler du marché de Lanaudière. Donc, à vous. Merci, Robert. Donc, avant de débuter, juste quelques précisions techniques. Comme je le mentionnais, votre micro est fermé afin de réduire les bruits d'arrière-plan. On va le garder fermé tout au long jusqu'à la période de questions à la toute fin. La présentation d'aujourd'hui devrait durer environ une quarantaine de minutes. Puis on se garde suffisamment de temps pour les questions, aller vraiment dans le vif du sujet. Vous pouvez poser vos questions soit par chat ou avec la fonction « Lever la main ». Lever la main, vous allez voir ça au bas de votre écran, dans la barre d'outils horizontale, sous l'icône « Réaction ». Puis nous, on reçoit les mains levées par ordre chronologique, donc on va pouvoir les traiter selon la liste de priorités. Puis ensuite, on va vous ouvrir votre micro lorsque le temps viendra. Donc, sans plus tarder, je vous présente maintenant Charles Brandt, directeur d'analyse du marché et son équipe. Donc, Brandt, c'est à toi, M. Charles. Bonjour, alors je me présente Charles Brandt, donc directeur d'analyse du marché à la PCIQ. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de me voir à l'événement FSMI en début d'année. Alors, je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous ce matin à l'occasion de ce flash immobilier, donc vraiment une initiative qui a été prise pour faire un point évidemment sur le marché immobilier et l'impact de la crise sanitaire donc, sur le marché immobilier. Donc, les choses font que, curieusement, cette situation de pandémie nous rapproche et donc je suis très heureux de ça. Et donc, nous allons aujourd'hui vous présenter pas mal de statistiques là, qui vont faire un petit peu le point sur la situation. Le but, c'est un prétexte davantage pour avoir une discussion avec vous, parce que c'est vous les experts du marché. Donc, n'hésitez pas surtout à faire part de ce qui se passe sur le marché, parce que c'est vraiment ça qu'on vient chercher aujourd'hui aussi, c'est plus d'avoir une discussion suite à la présentation de ces statistiques. Donc, je vais vous présenter l'équipe du service d'analyse de marché. Et en fait, qu'elle va se présenter elle-même. Donc, je vais demander à Eric de se présenter. Eric, je pense que tu es sur mute. Bonjour, c'est pour ça que je mettais mon doigt. C'était pour me présenter. Mon doigt s'appelle le doigt, mais moi, je suis Éric. Mon nom, c'est Éric Lemieux. Je suis économiste principal pour la PCIQ. J'ai une expérience de porte-papier dans votre région. Je travaillais pour Kruger avant à Crabtree. Donc, je connais assez bien votre région pour m'être promené, surtout quand c'était plate au travail. Mais il y avait des beaux coins.
Je vais vous laisser la parole maintenant à Maïka. Je pense que je suis sur mute aussi. Non, tu es parfaite maintenant. OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Maïka. Je suis analyste à la PCQ pour l'équipe d'analyse de marché. Je me suis joint à l'équipe tout récemment au mois de mars. Mais avant ça, j'ai travaillé pour la FCQ et pour Centris. Alors, merci Maïka. Eric sera la personne qui se chargera de recueillir vos commentaires, puis éventuellement d'interagir avec vous. Bon, on sera tous en interaction avec vous à la fin, mais Eric animera un petit peu le tout. Et je réponds à des chats en live si vous avez des questions. Ne vous gênez pas. Comme j'ai déjà fait un commentaire sur Richard Boutentrin. Alors, qu'est-ce que fait le service d'analyse du marché? Plusieurs choses. Vous pouvez avoir accès sur le site internet de la PCQ au baromètre du marché de la revente par RMR et région administrative. Donc, c'est notre document de référence et Joliette est suivi donc trimestriellement. Le marché de la Joliette est suivi trimestriellement. Nous publions aussi des statistiques mensuelles et je pense que la région de Lanaudière avait accès jusqu'à maintenant à des tableaux statistiques. Donc, vous savez éventuellement de quoi je parle. Nous publions aussi de l'information économique sur notre site afin que vous soyez le mieux connecté possible à ce qui se passe sur le marché, à ce que disent les grandes institutions, donc pour faire un petit peu une synthèse des éléments importants dont vous devez être au courant pour votre exercice. Puis nous faisons des analyses permettant de mieux comprendre certains aspects du marché, donc voir ce qui se passe afin que vous puissiez mieux comprendre aussi certains éléments et les communiquer à vos clients. Nous faisons aussi des prévisions, comme vous allez le voir aujourd'hui. Alors, nous sommes à votre service pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour ça, de façon quotidienne. Alors, notre but, c'est de mieux vous équiper pour comprendre le marché et le faire comprendre à vos clients. Donc, nous publions des statistiques de marché agrégées qui sont validées statistiquement. Donc, ça vous permet d'un petit peu d'avoir une vue d'ensemble du marché, de comprendre les tendances. Et nous pouvons vous fournir des statistiques de marché plus détaillées de façon ad hoc par secteur géographique et catégorie de propriété pour vous accompagner sur le terrain. Alors, les principales données analysées sont les suivantes. Vous le savez, je le rappelle rapidement, les ventes, les nouvelles inscriptions, les inscriptions en vigueur, les prix, donc les prix médians et moyens, les délais de vente, et nous calculons certains ratios donc pour connaître le temps d'écoulement de l'inventaire et évaluer l'évolution du marché dans son cycle. Nous calculons aussi les taux de surchauffe. Donc, si vous voulez savoir davantage ce que ça implique, comment on calcule ces taux, on va vous le dire plus tard dans la présentation avec Eric. Les concepts d'analyse de base, donc, comme vous le savez, l'immobilier, c'est un secteur saisonnier. L'immobilier résidentiel est saisonnier, donc on compare toujours de la période courante à la période de l'année précédente au même moment, donc 12 mois auparavant, afin d'éviter ce biais de saisonnalité. La règle des transactions, on ne prend pas en considération les marchés dans lesquels il y a eu moins de transactions par rapport à la période observée. Donc, c'est pour ça que vous allez voir certaines étoiles dans certains documents. Ça veut dire que statistiquement, ce n'est pas fiable ou représentatif. Donc, l'écoulement de l'inventaire, c'est quelque chose que l'on suit aussi pour l'évolution du marché dans son cycle, et l'utilisation du prix médian plutôt que du prix moyen. Nous privilégions évidemment le prix médian parce que dans le prix moyen, les transactions extrêmes peuvent avoir un impact important sur le prix moyen, donc qui peut créer certaines aberrations. Donc, le prix médian, on est sûr qu'un prix de référence, pour un prix de référence donné, on a autant de transactions qui sont passées qui se sont transigées au-dessus de ce prix qu'au-dessous de ce prix. Là, nous allons lancer un nouvel outil pour 2020
Alors, c'est un nouvel indice des prix des propriétés pour la RMR de Montréal. Donc, ça vous impacte pour certaines MRC. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Alors, ça permettra un suivi beaucoup plus précis des prix, hein, beaucoup plus linéaire. On pourra même comparer des prix mois après mois parce que l'effet de saisonnalité sera éliminé du fait des calculs statistiques que le modèle permet, du fait d'un modèle statistique qui permet de lisser la problématique de la saisonnalité. Ça permettra d'établir un juste prix pour chaque sous-secteur et chaque sous-catégorie de propriété, donc c'est très très précis, et ça permettra une comparaison fiable et constante des prix de Québec, en tout cas de Montréal et de Québec, parce que l'indice va être aussi disponible pour Québec, avec les autres grandes villes canadiennes. Donc, en termes d'investissement, c'est très important parce que les investisseurs vont pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Donc, la présentation va se dérouler en 5 parties. Donc, tout d'abord, un bref rappel de la situation du marché au Québec en 2019. Ensuite, la situation pré-Covid sur le marché de l'anodière. Après, nous parlerons de l'impact en tant que tel de la crise du Covid sur le marché de l'anodière. On évaluera où est-ce que se trouve le marché de l'anodière dans son cycle, comment il est positionné pour absorber le choc. Et nous vous livrerons nos prévisions de marché dans la dernière partie. Alors, situation pré-Covid au niveau provincial. Ben, écoutez, comme vous le savez, nous avons connu une année exceptionnelle, un nouveau record avec une hausse de 12% de l'activité. Je dois dire que l'agglomération de Joliette a pas mal contribué à cette belle performance puisque nous avons connu une hausse de 37% des ventes donc, dans l'agglomération de la Joliette en 2019. Parallèlement, nous avons connu une forte baisse du niveau des inscriptions. Donc, les inscriptions en vigueur chutent depuis l'année 2015 de façon assez drastique, ce qui prouve que l'activité immobilière issue d'une forte vigueur de l'économie québécoise a eu un impact très, très favorable sur le marché et ce qui a un impact donc sur l'évolution des conditions de marché en faveur des vendeurs et donc qui se répercute sur les prix par une accélération des prix depuis 2017 à l'échelle québécoise. Hein, c'est vraiment tous les marchés, la plupart des marchés en tous les cas, qui ont connu une amélioration de leurs conditions depuis 2017. Donc, ce qu'on voit aussi sur l'écran, c'est une évolution vraiment assez constante des prix au Québec, ce qui est quand même de bon augure pour la suite, étant donné que malgré les crises qu'on a connues au cours des 20 dernières années, les derniers resserrements, les différents resserrements des règles hypothécaires, on a toujours connu une hausse régulière des prix au Québec. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Donc, je vais laisser la parole à Maïka qui va vous faire une situation, qui va vous dresser le portrait de la situation au premier trimestre, donc vraiment juste avant que la crise se déclare au Québec. Merci Charles. Donc, tout d'abord, on va regarder le territoire qui va être couvert au cours de la présentation. Ici, on a la carte de la région administrative de Lanaudière. C'est un territoire qui est un peu différent avec ce que vous êtes habitué de voir dans le baromètre de Montréal. Donc, ici, on ne va pas y aller par secteur, mais vraiment par la région administrative pour pouvoir couvrir un plus grand territoire. Puis aussi, lorsque les statistiques vont être disponibles, on va tenter de vous donner les informations pour les MRC pour pouvoir y aller le plus précis possible. Donc, tout d'abord, avec la performance d'avant-crise, à gauche sur le graphique, on a l'accroissement de la population au cours des 5 dernières années. Donc, on peut voir qu'il y avait une tendance à la hausse de la population dans Lanaudière. Et aussi, en 2019, on a enregistré une croissance de 1,3 %, ce qui est très bon et aussi ce qui est supérieur à la moyenne de la province, qui était de 1,2 %. Il faut aussi souligner que c'est un des 3 meilleurs résultats au niveau des régions administratives du Québec.
Au niveau de l'emploi, par contre, le taux de chômage était très bas, mais a augmenté au cours des 12 derniers mois précédant le premier trimestre 2020, mais tout de même très bas et positif à 5,6 Il faut souligner qu'au cours des prochaines années, par contre, il va y avoir beaucoup de départs à la retraite à cause du vieillissement de la population. Donc, ça va créer beaucoup de postes à combler et va être favorable pour l'emploi. Au niveau des taux d'intérêt aussi, même son cloche, donc très bas à 5,04 Les taux ont évolué par contre depuis et sont à 4,94 pour le taux fixe 5 ans. Par contre, c'est sûr que les clients pouvaient négocier des taux beaucoup plus bas auprès des institutions bancaires. On parlait de 2,4-2,45 avant la crise. Maintenant, pour les statistiques immobilières, on a ici un graphique qui illustre l'activité résidentielle au cours des trimestres précédant la crise. Donc, au premier trimestre, on a eu 2570 ventes qui ont été réalisées de janvier à mars. C'est une augmentation phénoménale de 23 par rapport au premier trimestre de 2019. Comme Charles vous a mentionné un peu plus tôt, il y a de la saisonnalité en immobilier, que ce soit pour les ventes, les nouvelles inscriptions ou les prix. Donc, très important, lorsqu'on veut calculer le pourcentage de croissance, de calculer toujours avec la même période l'année d'avant. C'est pour ça qu'on vous a surligné en vert les trimestres avec lesquels il faut comparer les résultats. Maintenant, pour les nouvelles inscriptions, en fait, la tendance était vraiment à l'opposé des ventes. On a eu une baisse de 11 avec des nouvelles inscriptions tout juste sous la barre des 3000 unités, avec 2944 nouvelles inscriptions. C'est tout à fait exceptionnel aussi pour un premier trimestre. Lorsqu'on a une baisse des inscriptions et une hausse des ventes, on va le voir un peu plus tard avec mon collègue Éric, mais ça fait en sorte qu'il y a un resserrement des conditions de marché, un peu comme Charles aussi vous a expliqué plus tôt. Et ça crée une pression à la hausse sur les prix. On peut le voir ici, on a quand même un assez gros bond des prix médians des unifamiliales, avec la moitié des maisons qui se sont vendues à plus de 265 000 $ au premier trimestre. C'est une croissance soutenue de 8 par rapport à un an plus tôt. Même chose pour la copropriété, un prix médian qui a atteint 190 000 $, une croissance un peu plus modérée, mais quand même assez importante de plus 5 par rapport à 2019. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Éric qui va voir avec vous l'impact de la crise sanitaire sur le marché. Bonjour. Pour regarder l'impact de la crise sanitaire sur le marché, nous allons regarder les statistiques pour les ventes d'unifamiliales pour la région de la Naudière. Le graphique de gauche, vous regardez comme il faut, c'est mars et avril cumulatifs par journée, comparé avec la même journée en 2019. Si vous regardez les couleurs, la couleur foncée, ce sont les données de 2020. La couleur pâle, c'est les données de 2019. Vous pouvez voir vraiment une distinction autour pour les ventes d'unifamiliales. Environ vers le 1er avril, ça commençait à faire un effet, l'impact de la COVID. Il y a eu une diminution par rapport à l'année passée. Vous étiez encore positif, mais ça commençait à descendre et d'en vendre moins que l'année passée. Donc, il y a eu un ralentissement à cause de ça. Si on regarde sur le graphique de droite, sur le côté de mai 2020, mai 2019, vous pouvez voir par contre que la pente commence à revenir comme l'année dernière. Donc, on retrouve notre élan pour la région de la Naudière, pour les ventes, pour les unifamiliales. Maintenant, si on regarde pour les copropriétés pour la même région, il y a une petite distinction qui est vraiment intéressante pour les copropriétés, c'est que les ventes ont commencé plus à diminuer un peu plus tard. Au lieu d'être vers le 1er avril, on voit une différence qui est plus vers le 10 avril. Donc, je ne peux pas l'expliquer. C'est une des questions que tout à l'heure, j'aimerais bien discuter avec vous, les courtiers et les experts. Si vous avez vu quelque chose sur le terrain qui a fait cette distinction-là au mois d'avril, pourquoi que ça a duré plus loin? Est-ce que c'est juste le pipeline qui était plus rempli? C'est à discuter. Si on regarde du côté du mois de mai, on voit par contre que la pente se ralentit. Tandis que l'unifamilial, la pente a reprise comme qu'elle était. Le côté copropriété est un peu plus lent pour la reprise. Ensuite, si on regarde par MRC, une grosse différence à préciser. Je pense que Charles en a parlé un peu, Micah aussi. Toutes nos statistiques habituelles sont basées sur les
recensement fédéral. Donc, le baromètre, par exemple, est basé sur un recensement qui est plus fédéral, qui n'est pas la même chose que des régions administratives. Donc, souvent, vous allez voir des petites différences sur les statistiques. Exemple, l'Assomption. Ce n'est pas l'ensemble de l'Assomption qui est inclus dans le baromètre de Montréal, mais la moitié de l'Assomption seulement. Tandis que l'Assomption est compris totalement dans les MRC de l'Assomption. Donc, vous pouvez avoir des différences entre les statistiques centristes et les statistiques du baromètre. Ce sont les mêmes chiffres. Excusez-moi d'avoir fait une discrétion là-dessus, c'est qu'on s'est fait poser une couple de questions à ce sujet. Je pensais que c'était important d'en préciser. Donc, si on regarde ici, pour la province de Québec, il y a eu une diminution au mois d'avril 2020 de 63 % des ventes. Tandis que dans la région administrative de Lanaudière, on était seulement à 57 %. Et si vous regardez où il y a eu des diminutions des ventes, où qu'il y en a eu le moins, c'est les régions les plus éloignées de la région de Montréal. Et plus qu'on s'approche de Montréal, on parle de Matamouani, Montcalm. Montcalm, c'est une section un petit peu parce qu'il y a moins d'infrastructures routières, Sainte-Julienne, etc. Mais plus qu'on s'approche avec Joliette, Dautet et l'Assomption, Les Moulins, plus qu'une diminution des ventes et plus que c'est similaire à la région de Montréal. Si on regarde maintenant sur les inscriptions, parce que pour vendre, il faut de l'offre. L'offre, c'est les inscriptions. Ça, c'est vraiment les politiques publiques. Dès que les politiques publiques ont été mises sur les inscriptions moins de visites, on voit une distinction immense à partir du 21 mars qu'il n'y a plus d'inscriptions qui s'est mis en marche pour les unifamiliales. Par contre, depuis le 15 mai, depuis qu'il y a eu un relâchement dans certaines régions, vous pouvez voir la pente des inscriptions qui est revenue plus à la normale. Maintenant, si on regarde pour les copropriétés, même phénomène. Avec les copropriétés, on voit que c'est des politiques publiques autour du 21 mars. C'était mort. Et les inscriptions ont reparti autour du 15 mai de façon assez constante. Si on regarde pour les MRC, qu'est-ce qui se passait pour les inscriptions? La moyenne du Québec était à 75 %, la moyenne de la région administrative de la Lanaudière, 76 %, et c'est le même phénomène encore. Plus que vous éloignez de la région de Montréal, plus que vous êtes un peu plus bas que la moyenne du Québec, et plus que vous êtes proche de Montréal, plus la moyenne augmente. C'est vraiment relié avec la périphérie de Montréal pour la région administrative des Lanaudières. Maintenant, si on continue, où est-ce qu'on en est pour la région de l'administrative de la Lanaudière pour son cercle immobilier? En premier, je vais faire un peu de détails sur les conditions de marché. Comment on calcule les conditions de marché? C'est vraiment le nombre de mois d'inventaire qui est le plus important, qui est les inscriptions, la moyenne des 12 derniers mois, divisé par la moyenne des 12 derniers mois des ventes. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne notre mois d'inventaire. Et comment que le système est? C'est que si vous êtes en bas de 8 mois d'inventaire, nous sommes dans des conditions de marché de vendeurs. De 8 à 10, conditions équilibrées. 10 et plus, conditions d'acheteurs. Pourquoi c'est important? C'est qu'il y a une corrélation directe avec le nombre de mois d'inventaire et les prix médians, ce qui nous permet de faire des prévisions plus précises pour le futur. Si on regarde maintenant, c'était quoi les conditions de marché pour la région administrative de la Lanaudière? On se rend compte que si on commence du côté gauche, et regardez bien l'échelle, c'est un peu inverse. Le 0 est en haut, donc 0 mois d'inventaire, et on descend jusqu'à 20 mois d'inventaire. En 2014-2015, on était autour de 15 mois d'inventaire et il y a eu un resserrement constant de votre évolution du marché jusqu'en 2018 juin environ, que vous êtes passé en marché équilibre et depuis un an, vous étiez dans un marché très vendeur, qui est très bon pour l'augmentation des prix, comme Micah a précisé qu'il y a eu une grosse augmentation des prix. Maintenant, si on regarde les conditions plus par MRC, excusez-moi, mon ordinateur a gelé. Si vous pouvez m'écouter, oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, maintenant, je reviens, désolé. Impact de la crise sanitaire par les MRC, les conditions de marché. Comme vous pouvez voir, les verts sont des conditions vendeurs. Et si on regarde les régions très proches de la région de Montréal, Assomption-les-Moulins, vous étiez dans des conditions de marché de 3,6 mois d'inventaire. Donc, c'est un marché extrêmement serré. Ensuite, si vous voulez en un petit peu, vous avez Joliette à 5,7.
Montcalm, qui a un peu moins d'infrastructures routières, donc moins direct vers la région de Montréal, vous étiez à 7,2. Et si on commence à s'éloigner un peu plus dans la région vers Trois-Rivières, Dautrey, on est à 8,3. Et si on monte vers le nord, on était à 10,4, toujours par une distance constante. Maintenant, si on regarde le positionnement des marchés par rapport au cycle immobilier. Je vais faire une petite explication de ce graphique. La première phase, c'est une stabilisation et une reprise. C'est quand vos conditions d'inventaire, vos mois d'inventaire sont dans le 12, 14, 16 et qu'on ressort d'une récession et qu'on commence à vendre, on s'en va vers une phase de croissance, d'expansion. Donc, on s'en va plus vers le 12 mois, 10 mois en équilibre jusqu'à aller à 6 mois d'inventaire. Et dès que vous dépassez un peu plus le 4 mois, on est dans une phase euphorique. Je ne veux pas dire que les personnes, les Lanodois, étaient euphoriques, mais vous étiez dans une phase euphorique pour certaines MRC, selon les conditions du cycle immobilier. Ensuite, crise sanitaire arrive, il va y avoir sûrement une contraction, peut-être, et ensuite une récession, c'est une crise économique qui va perdurer. Qu'est-ce que ça donne pour votre région? Vous pouvez voir ici en rouge les régions les plus proches de Montréal, l'Assomption, Joliette, l'Assomption, Limoilin et Joliette, qui étaient en croissance-expansion proche de l'euphorie. Montcalm, Dautrey, qui était vraiment en croissance-expansion, et Mattawani, qui sortait de la stabilisation reprise vers une croissance-expansion. Et maintenant, quel effet ça fait? C'est les prix médians. Comme vous pouvez voir, pour les prix médians, les augmentations, si on regarde pour le trimestre, pour les unifamiliales, il y a une augmentation de 11 vers Montcalm, mais aussi de Limoilin, 9 C'est des bonnes augmentations de prix médians. Pour les copropriétés, un peu plus variable, c'est un peu moins régulier, un peu plus de volatilité pour les copropriétés. Encore, c'est pour ça que j'ai des questions sur les copropriétés pour comprendre bien le phénomène des copropriétés dans votre région administrative. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Je vais repasser la parole à notre cher Charles. Alors, on a vu que la crise du Covid avait finalement, la crise sanitaire avait un impact relativement limité sur les prix, tout simplement parce que le marché était un petit peu mis en pause. Donc, les conditions de marché sont restées un petit peu gelées, ce qui a permis aussi de maintenir les prix à un certain niveau. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On voit que l'économie est quand même touchée. Donc, ça va être un impact qu'on va peut-être ressentir un petit peu plus tard dans l'année. Alors, on prévoit un deuxième trimestre avec une contraction du PIB de 31%. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, ça fera suite à, donc ça sera une deuxième contraction trimestrielle depuis le début de l'année, ce qui nous fait officiellement rentrer dans un contexte de récession. Ceci étant dit, on prévoit que l'économie va rebondir à partir du deuxième semestre, et en particulier au troisième trimestre avec une forte hausse de la croissance économique. Ça va être un phénomène de rattrapage qui va ensuite se normaliser au cours des trimestres qui vont suivre. Donc, c'est une crise qui n'est pas une crise comme les autres, c'est une crise qui est très ponctuelle, mais qui pourrait avoir quand même des impacts très importants sur l'activité économique et sur le tissu économique en général. Donc, il pourrait y avoir de nombreuses entreprises qui pourraient faire faillite ou qui pourraient avoir des difficultés au cours des prochains mois. Mais ceci étant dit, on prévoit quand même des perspectives plutôt bonnes pour la reprise économique au deuxième semestre. Alors, ça se traduit par une forte hausse du taux de chômage. Au deuxième trimestre, on attend un chômage qui pourrait augmenter jusqu'aux alentours de 10-12%. Mais là aussi, il y a beaucoup de chômage partiel, beaucoup de chômage technique. Donc, on s'attend aussi à une normalisation du taux de chômage à la baisse pour la suite de l'année, ce qui est un élément important à souligner. La crise n'est pas une récession normale, ça va être une récession qui va être ponctuelle.
Alors, parmi la plupart des provinces, celle de Québec est la mieux préparée pour absorber ce choc économique, hein. Le Québec est une économie qui est a une économie avantageusement diversifiée. Les ménages sont moins endettés qu'ailleurs au pays, hein, notamment dans l'Ouest canadien, et possèdent une meilleure épargne au Québec. Les finances publiques sont en meilleure posture. On avait jusqu'à maintenant le support de budget provincial extrêmement expansionniste avec des injections d'investissement public très importants, ce qui soutenait pas mal l'économie. Puis, on bénéficiait aussi de taux d'intérêt très bas qui stimulaient davantage la croissance et aussi le marché immobilier, évidemment. Alors, avec la crise, on a vu que les gouvernements ont engagé des programmes de support extrêmement importants, exceptionnels même, qu'on n'a jamais vu depuis peut-être la dernière guerre, qui viennent supporter les ménages et les entreprises. Et le Québec offre le plus important support par rapport aux autres provinces. Donc, ça, c'est encore un élément qui nous permet de dire que le Québec pourrait mieux s'en sortir qu'ailleurs au pays. Maïka, la diapositive suivante, s'il te plaît. Oui, j'ai changé. OK. Alors, toutefois, plus les jours passent et plus le virus dévoile un petit peu sa personnalité et suscite la prudence, hein. On pense qu'il pourrait y avoir une deuxième vague, qu'on voit que les traitements tardent à venir pour endiguer vraiment pour l'épidémie. Donc, nous allons devoir vivre avec ce virus et donc nous allons devoir aussi prendre des précautions de distanciation sociale lorsque nous allons retourner au travail. Donc, c'est déjà le cas pour plusieurs secteurs économiques au pays. Ça entraîne une moins bonne productivité parce que la reprise se fait quand même un petit peu au ralenti parce qu'il faut respecter certaines consignes de sécurité sanitaire. Les régions ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité et je dirais que, par exemple, la Naudière est quand même bien positionnée par rapport à d'autres régions parce que sa structure économique est moins impactée par la crise sanitaire. On le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Ensuite, la fermeture des frontières limite les flux migratoires, donc c'est sûr que ça a un impact plus important dans la région de Montréal. Alors, de nombreux secteurs ne reprendront que graduellement. Alors, c'est sûr que certains secteurs, comme les secteurs de l'hébergement, le secteur de la restauration ou le secteur culturel, le secteur de l'aéronautique aussi, sont plus impactés par la crise qu'on est en train de subir. Donc, plusieurs secteurs sont gravement touchés dans certaines régions. Donc, pour les ménages qui exercent dans ces secteurs-là, c'est sûr que l'impact financier devrait être plus important et ça pourrait amener, on le verra plus tard, à des mises en vente de propriétés sur le marché et affecter les conditions de marché. Mais ceci dit, de manière générale, l'immobilier résidentiel devrait tirer son épingle du jeu, hein. L'immobilier, on le voit encore une fois, est un bien essentiel et je pense que c'est bien ancré dans les esprits des gens en ce moment. Donc, les principaux paramètres économiques suivis dans notre modèle de prévision économique, c'est évidemment la création d'emplois et taux de chômage, hein, parce que ça a un impact direct sur la confiance des consommateurs. La création des ménages, donc l'aspect démographique qui vient véritablement stabiliser le secteur, hein, par rapport à l'immobilier commercial. L'immobilier résidentiel est beaucoup plus protégé du fait de l'effet stabilisateur de la démographie, la croissance naturelle de la population et les différents gains migratoires qu'il peut y avoir entre les différentes régions. Donc ça, c'est important, notamment pour la région de la Naudière.
Le support des mesures gouvernementales, comme je vous ai expliqué, donc, qui viendront supporter les régions. Et donc, on a intégré cet aspect dans notre modèle prévisionnel. L'activité de construction, elle est inférieure à la moyenne historique. Donc, ça vient mitiger l'impact de la crise. Et donc, c'est plutôt favorable pour le Québec. Et les taux d'intérêt, on prévoit une stabilité des niveaux historiquement bas pour les prochains mois. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de prévision? Eh bien, finalement, pour 2020, on s'attend à une baisse des ventes de 22%, donc ce qui est relativement modéré compte tenu vraiment de l'arrêt de l'activité qu'on a connue. Puis, on prévoit parallèlement une baisse de seulement 2% au global pour la province des prix médians dans l'unifamilial. Donc ça, tout simplement pourquoi? Parce que le Québec est en bonne posture pour absorber le choc. Les conditions de marché sont tellement serrées que s'il devait y avoir plus d'offres qui arrivaient sur le marché, eh bien, on serait en mesure de rester dans une zone vendeur ou équilibrée, ce qui pourrait donc nous prémunir contre des baisses plus importantes des prix. Et pour 2021, selon notre scénario de base, on prévoit un rebond de l'activité assez important, donc une forme de rattrapage, sans pour autant rattraper les niveaux atteints en 2019, et une croissance des prix assez significative, là encore, avec plus 9% au maximum. Nous avons évidemment un scénario pessimiste si les choses se passent moins bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si il y a une phase de reconfinement, si il y a plus de propriétés qui arrivent sur le marché parce qu'il y a plus de ménages qui sont impactés par la crise. Alors là, évidemment, on pourrait connaître une contraction plus forte de l'activité en 2020, hein, mais aussi une baisse des prix parce qu'on s'attendrait aussi à ce qu'il y ait une plus grande hausse du niveau des nouvelles inscriptions, de nouvelles propriétés qui arriveraient sur le marché. Donc, un déséquilibre du marché qui pourrait être à la faveur des acheteurs au global. Mais là, ce n'est pas notre scénario de base, hein, comme je veux vraiment insister là-dessus. Pour 2021, dans ce cas de figure, on aurait une hausse assez modérée, une reprise assez modérée de l'activité, plus 10% en forme de rattrapage, mais on aurait quand même une stabilité au niveau des prix du fait de conditions de marché moins favorables. Alors, tout dépend aussi du niveau de propagation des virus. Vous voyez que la région de Lanaudière est relativement peu impactée par la propagation du virus par rapport à la grande région de Montréal. Bon, c'est sûr qu'il y a une partie de la région administrative de Lanaudière qui est dans la RMR de Montréal. Ceci étant dit, on pense que ça reste limité et donc Lanaudière est quand même en bonne posture du fait de sa densité plus modérée que dans la RMR de Montréal. Alors, si on regarde les secteurs d'activité les plus impactés par la crise en fonction de la répartition de l'emploi selon le secteur d'activité comparé à cette même répartition au niveau provincial, eh bien, on voit qu'il y a plus de positifs que de négatifs pour Lanaudière. La structure économique de Lanaudière est bien positionnée pour passer la crise. On voit que le secteur de la construction et la pondération des emplois dans le secteur de la construction est beaucoup plus importante qu'au niveau provincial. Donc ça, c'est un fort élément stabilisateur et même de croissance. Le secteur de la culture, des loisirs et hébergement est inférieur et favorablement pondéré par rapport à la moyenne nationale en termes d'exposition à la crise Covid. Donc ça, c'est autant d'éléments qui sont favorables à la région de Lanaudière économiquement. Mais le point le plus, je pense, le plus flagrant, c'est les bonnes perspectives démographiques de la région. Lanaudière a un taux de natalité qui est supérieur à la moyenne nationale et
bénéficient de gains migratoires intéressants, interrégionaux. Donc ça, c'est un fort support au secteur immobilier. C'est pour ça que ça nous permet d'être très positifs pour les perspectives futures en matière de demande de propriété sur le marché de la Naudière et dans la plupart des secteurs, dans la plupart des MRC. Alors, je vais passer la parole à Maïka qui va terminer ce point économique en vous détaillant les investissements publics et privés qui vont être faits dans cette région, qui sont en cours ou qui vont être réalisés au cours des prochains mois. Merci, Charles. Donc, oui, comme Charles disait, pour les investissements privés et publics, en fait, on a enregistré une année record en 2018. Donc, il faut s'attendre à une baisse des investissements pour 2019 et 2020. Par contre, il y a plusieurs projets immobiliers assez grands qui vont venir soutenir les investissements. Par contre, certains projets ont déjà été commencés au cours des années précédentes, mais devraient quand même s'échelonner au cours des prochaines années et vont venir soutenir que ce soit la construction, mais aussi vont venir attirer les ménages dans la province. Parmi ces projets-là, on a le projet District Union, donc qui est un projet multigénérationnel. On l'a vu avec le vieillissement de la population. C'est quelque chose que les résidents recherchent de plus en plus et c'est un projet d'envergure de 900 millions de dollars à Terrebonne. On a un autre projet multigénérationnel, cette fois-ci le groupe Réseau Sélection qui va venir injecter 137,9 millions dans la région. Et puis aussi le projet Urbanova dans la MRC des Moulins qui a commencé depuis plusieurs années déjà, mais qui est le plus grand projet éco-responsable au Canada et qui va encore une fois se poursuivre au cours des prochaines années. On a aussi l'industrie Bridgestone qui va venir agrandir son usine à Joliette et qui va investir 312 millions de dollars. Donc, encore une fois, va venir créer des emplois dans la région. Et vous le savez certainement, mais le transport dans la région peut être problématique au niveau des congestions routières. Le gouvernement du Québec va venir injecter des sommes assez importantes pour pallier aux problèmes et venir entretenir et améliorer le réseau routier d'ici 2021. Finalement, on a le quartier d'affaires à Mascouche qui a déjà débuté en 2018, mais qui va se poursuivre au cours des prochaines années. Et on parle de 50 millions de dollars cette fois-ci. Alors, je vais reprendre la parole pour clore la présentation et vous présenter l'évolution prévisionnelle des conditions de marché. Elles sont favorables pour la région administrative, pour la région de la Naudière. Nous prévoyons que nous allons rester dans des conditions favorables aux vendeurs malgré donc la crise économique qu'on va connaître en 2020. Alors évidemment, il va y avoir un certain nombre de propriétés qui vont arriver sur le marché, ce qui va générer notamment vers la fin de l'année ou même à partir du milieu de l'année une hausse des nouvelles inscriptions et donc une hausse des inscriptions en vigueur et donc entraîner une migration finalement du cycle vers des conditions plus équilibrées sans jamais les atteindre. On pense que, comme je vous le disais tantôt, la structure économique de la région va être favorable pour une activité économique supérieure au reste de la province et aussi, on pense donc que moins de ménages pourraient être affectés donc par cette crise économique. Ça se traduira par moins donc d'inscriptions, nouvelles inscriptions et donc une situation qui va se stabiliser en 2021. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner donc peut-être une légère correction des prix pour 2020, mais vraiment très peu sensible. On va voir même que c'est de la stabilité, une sorte de, c'est très léger, mais surtout ça va se traduire compte tenu des conditions de marché qui vont rester favorables aux vendeurs par une croissance des prix pour 2020 de l'ordre de 3,5%. Donc, pas d'enjeu majeur pour la région administrative de la Naudière pour les prochains mois, prochaines années. Ceci conclut la présentation et donc je suis curieux de connaître
quels seront vos commentaires par rapport à ce qui vous a été présenté, puis surtout votre feedback de terrain, de marché. Bonjour, je vais juste prendre la parole avant de poser la question parce que pour les personnes qui regardent un peu les chats, moi et Lynn, on était en grosse discussion sur les prisons de la SCHL de 18%. Juste pour préciser, c'est 18% avec pas de saisonnalité. Donc, c'est tout le temps, eux, ils ont comparé. Il y a un graphique que Micah a montré qui était vraiment génial, qu'on voyait une saisonnalité complète dans le secteur de la Nodière. Le côté SHL ont comparé le pire mois de l'année avec le meilleur mois de l'année dans leurs prévisions et ils ont comparé les deux, ce qu'on ne fait jamais, c'est un gros no habituellement en immobilier. Pour être honnête, pour les défendre un peu, c'est des journalistes. C'est les journalistes qui ont fait les calculs, qui ont fait ça, ils ont posé la question, si on compare ça à ça, ça donne 18%. Et la personne qui parlait a fait « ouais, c'est un calcul » et ils ont juste pris ça. Donc, c'est vraiment un peu faire attention quand vous lisez des articles, lisez le texte, lisez les ressources et un peu plus loin, c'est mon commentaire sur la SHL du 18%. Donc, il faut le prendre avec des grains de sel. C'est aussi un prix moyen, non un prix médian. Et c'est aussi basé sur l'ensemble du Canada et Calgary présentement, où toute la région de l'Alberta sont en train de se faire démolir, mais à cause du pétrole. Donc, il faut faire attention. Il y a des mix là-dessus. C'est une super bonne question, Lynn. Ce n'est pas une critique que je fais. Là. C'était juste pour être certain qu'on compare les pommes avec les pommes. Donc, effectivement, pour rebondir sur le point d'Éric, il faut faire très attention à ce que font les médias des statistiques qui sortent en ce moment, parce qu'il y en a qui sont dans le catastrophisme, hein, évidemment, avec une baisse de moins 50, moins 60% des transactions. Ça fait les manchettes, mais c'est juste un gel du marché. Et puis, ils ne considèrent pas les autres paramètres, hein, comme les inscriptions baissent aussi d'autant, ce qui fait que les marchés restent à des niveaux extrêmement serrés ou pour certaines régions ou détériorent très peu dans d'autres. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que les prix restent à des niveaux de croissance qui sont relativement soutenus. C'est sûr qu'il faut voir ce qui va se passer par la suite. Les régions ne seront pas égales face à la crise économique. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait le tour des régions pour vous exposer quel va être l'impact sur votre marché. Juste pour aussi finir ça, mais le côté psychologique un petit peu, moi, j'ai ma mère qui voulait vendre son duplex et voilà 2 jours, elle m'a appelé, elle dit « Je ne veux pas le vendre là, je vais perdre trop d'argent. » Et j'ai dû lui expliquer que non, fie-toi pas qu'est-ce que les journalistes ont dit à moins 18%, c'est pas le temps. Donc, vous, comme courtier, c'est certain que vous vivez ça avec certains de vos clients. En fait, je vais même vous poser la question directement. Est-ce qu'il y a un courtier ici qui pourrait parler un peu de qu'est-ce qu'il a vécu avec les inscriptions, pourquoi c'est en base comme ça? Ah, Éric, est-ce que on peut mettre le métro à M. Filatro? Désolé, M. Filatro, je vous mets la parole. Bonjour, M. Filatro. Bonjour. Donc, moi, dans mon cas, effectivement, j'ai énormément d'acheteurs qui sont stand-by, qui ne veulent pas voir des étrangers rentrer dans leur propriété, de peur de contagion, etc. Donc, c'est sûr que moi, je m'attends à ce que quand on va avoir le hockey de tout le monde, puis qu'ils vont dire oui, il n'y a plus de danger, ou même l'arrivée d'un vaccin, ben, c'est clair qu'on va avoir un boom d'inscription. Ça va être fou, là, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont stand-by, qui attendent juste de voir qu'est-ce qui va arriver avec la situation. Dans quelle MRC vous êtes? Ben, moi, je suis surtout dans le secteur de Blainville, donc les Laurentides. Mais vous voyez, aujourd'hui, je vais reprendre une inscription à Mascouche. Donc, c'est pour ça que… Vous êtes sur la frontière. Vous passez Lorraine et vous ne vous sentez pas attaqué parce que vous êtes rendu dans notre MRC. Exact. OK, parfait. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de promesses d'achat conditionnelles aux visites. Hein. Donc, il y a un gros stock de promesses d'achat conditionnelles qui vont à un moment donné se libérer et donc ça va créer une hausse de l'activité importante. Moi, personnellement, j'étais contre cette idée-là. Jamais j'aurais proposé à mes clients de faire une offre d'achat conditionnelle à une visite. On ne sait pas quelle date. Je trouve acheter les yeux fermés, c'est trop un investissement important pour les acheteurs. Donc, moi, je me suis mis en arrêt total. Depuis le 13 mars, j'ai absolument rien fait en immobilier, sinon de faire des formations. Ah.
C'est On sûr qu'il espère. y a un certain attentisme là qu'on observe sur le marché, puis ça va se libérer, mais ça va se faire conjointement avec des mises en marché, peut-être plus tard dans l'année, lorsque les reports de paiement hypothécaire qui ont été accordés qui vont être accordés jusqu'à cet automne vont terminer. Là, c'est sûr que les conditions de marché vont changer, mais on pense que ça va être relativement absorbé par la suite du fait de la forte demande et du faible niveau quand même d'offres. Avec le commentaire que Charles vient de mettre sur le mouvement hypothécaire et les arrêts des paiements hypothécaires, je vais en profiter pour dévier la question sur est-ce que le monde va sortir de la région de Montréal pour aller vers les banlieues? Autre question de Lynn de tout à l'heure, c'est le côté des arrêts hypothécaires est quand même assez important parce que ceux qui demandent des arrêts hypothécaires, c'est ceux qui ont arrêté de travailler. Donc, c'est ceux qui n'ont pas les revenus présentement pour continuer à avoir leur hypothèque. Donc, c'est peut-être des nouvelles inscriptions qui vont arriver. Présentement, c'est vraiment un segment de la population plus précis qui sont touchés avec ça, mais aussi ce segment de population qui aurait plus tendance à l'acheter à l'extérieur de Montréal parce que ça coûte moins cher. Est-ce que vous avez présentement certains mouvements ou certaines personnes qui vous ont contacté pour se déplacer ou c'est seulement une perception qu'on a plus théorique présentement? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait commenter, parler? Faites attention, je suis capable de vous prendre au hasard. Ben, je vais vous prendre au hasard. Kim McKellen, c'est le nom qui est apparu sur mon truc. Est-ce que vous êtes là présentement, Mme McKellen? Oui, on va vous inviter. Bonjour. Est-ce que vous voyez certains mouvements de ce côté-là ou si vous parlez d'autres sujets, il n'y a pas de problème, c'est votre choix? Excuse-moi, j'avais mon fils qui est à côté de moi, fait que je peux juste me répéter. Je suis désolé. C'est qu'on pose la question s'il y a un développement un peu de personnes qui sont de Montréal qui veulent aller vers les banlieues, vers la périphérie. Est-ce que vous voyez une certaine activité dans ce domaine-là? Honnêtement, là, moi, je n'ai pas vécu tant que ça, mais j'ai des gens de Toronto et du monde d'ailleurs qui veulent venir comme en région ici. Ça je le vis en ce moment, oui. Oh, wow, OK. Ça, c'est assez surprenant. Beaucoup ou... Non, je ne dirais pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns, mais j'étais un peu surprise là, d'avoir ces gens-là. Ouais. Assez intéressant. Est-ce que vous êtes plus dans le marché? Dans quel MRC vous êtes, si vous permettez? Ben, je suis beaucoup à Repentigny, mettons OK. Saint-Paul, vers Joliette. Là, Unifamilial ou condo? Unifamilial, surtout. Unifamilial surtout. OK, intéressant comme... Wow! Pour travailler à Montréal? J'ai pas entendu, je m'explique. Est-ce qu'ils vont travailler à Montréal ou ces personnes-là? Non, ou... je dirais que c'est beaucoup de gens qui vont faire du télétravail. Je vous dirais que c'est de plus en plus, là, tous les gens qui peuvent travailler de la maison, c'est ce qu'ils font. Ils disent qu'ils peuvent justement habiter n'importe où. Là, ils peuvent se déplacer. C'est assez génial, ça. Excusez-moi. Je dis tout le temps quand c'est génial, quand je trouve ça vraiment intéressant, c'est un de mes problèmes vocabulaire, je pense. Ouais, c'est vraiment cool. Si vous permettez, j'aimerais parler à un courtier qui s'occupe plus du côté copropriété pour l'instant. Merci encore, Kim, et je suis désolé de vous avoir interrompu avec votre fils. Non. Désolé avec ça. Multifonction. Oui, on commence à être bon là-dedans. Donc, est-ce qu'un de vous, courtiers présentement, travaille énormément sur le côté des copropriétés pour la région région administrative de Lanaudière? Personne, vous êtes tous des unifamiliales. Mon Dieu, on ferme ça. JP, on ferme le meeting, c'est fini, on passe à autre chose. Là. Moi, je voulais parler surtout des copropriétés. On se reprendra, je pense. Monsieur Bouchard, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais je vais sauter l'occasion. Voilà, Eric, je vais te suivre dans ton courant. Écoute, pour ce qui est des condos, effectivement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens avec cet énorme confinement-là qu'on a vécu qui maintenant ont besoin de prendre l'air. Donc, ils vont partir de leur appartement puis ils vont aller plutôt justement vers nous, vers la Nodière, vers les grandes verdures, à dire finalement, oui, on peut maintenant exploiter le télétravail. C'est le bon côté de ça aussi du COVID qui a eu lieu. Hein? Donc, et puis, je pense que oui, ça s'en vient vers nous. Donc, tant mieux. Je pense que les gens vont sauter sur cette occasion-là, justement, de pouvoir acquérir quelque chose à l'extérieur. Je vois les gens de Montréal sont intéressés justement dans les Laurentides, dans cette période-ci. Grosse demande, beaucoup de visites. Je vais faire l'avocat du diable. Je vous entends plus.
Ah, mais pardon. Je vais faire l'avocat du diable. Allez-y. Pour acheter une maison en périphérie, il faut avoir vendu son condo à Montréal. La moyenne des prix de condo à Montréal est environ 300, 350 000, disons, pour ceux qui veulent s'en aller. C'est le segment présentement qui sont en arrêt de paiement hypothécaire parce que c'est eux qui avaient le moins de revenus ou sont en restauration ou sont dans des services hôteliers, etc. Est-ce qu'ils vont être capables de vendre? Parce que pour les acheter, c'est souvent le même segment qui vont acheter ce condo-là. Donc, peut-être qu'il y a des intentions d'aller vers l'extérieur, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des ouvertures pour du monde à acheter ce segment-là? Je vous dirais à date, avec surtout ce qui arrive au niveau des tours à bureau. Parce qu'on s'entend que souvent, c'est les jeunes qui vont travailler dans les tours à bureau qui vont être intéressés pour rester tout près du travail. Ou des vieux qui retournent à la maison, qui font du scale down. Donc, finalement, c'est ça, c'est qu'ils ont un intérêt de se rapprocher du travail. Mais là, par contre, comme il disait, comment est-ce qu'il s'appelle, celle qui s'occupe justement des tours à bureau à Montréal, disait que là, ils ont un problème parce qu'à 3500 personnes qui vont travailler dans un bureau, à 2 par ascenseur pour monter au travail, on s'entend, on est dans de grosses périodes de questionnement présentement. Mais évidemment, c'est les jeunes qui vont regarder ça. Et si on regarde l'attitude des gens, hein, on regarde ça aux nouvelles, là, donc le masque et ces choses-là, je pense qu'il y a une certaine réalité qu'on va devoir vivre avec. Je pense qu'il y en a qui ne croient pas au COVID. Oui, donc, absolument. ces gens-là sont les futurs acheteurs de ces condos-là que nos vendeurs, finalement, vont acheter à l'extérieur. Ben, c'est une bonne chose pour pas que ça grippe le marché. Mais moi, ce que je peux vous faire pour faire pour faire du pouce un peu sur ce point par rapport au condo, on voit une hausse des nouvelles inscriptions de condominiums sur l'île de Montréal, plus importante, beaucoup plus importante que celle des unifamiliales. Donc ça, ces gens, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont forcément aller en périphérie et pas forcément dans du condo, mais peut-être plus dans de l'unifamilial parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience avec la crise du COVID. Donc, on pense que les périphéries, et notamment la Naudière, pourraient bénéficier d'un flux déjà migratoire vers leur région qui pourrait continuer au cours des prochains mois, prochaines années. Surtout plus abordable, justement, dans la Naudière. Oui, parce qu'il n'y a pas de possibilité de trouver une unifamiliale abordable sur l'île de Montréal, c'est sûr. Effectivement, les terrains, le prix des terrains. Sans vouloir vous couper, je vais redonner la parole à JP parce qu'il est rendu 10h58 et nous sommes pratiquement à la fin de ce magnifique webinaire et de votre participation. Donc, de ma part, j'aimerais vous remercier d'avoir participé et désolé de vous avoir pointé du doigt des fois, mais je trouve ça plus intéressant de prendre du bon au hasard des fois pour faire parler. Et merci à ceux qui ont participé.